Et je précise tout de suite que le livre, effectivement, s'appelle Eldorado d'Amérique, mais le terme Eldorado m'a été imposé par les éditeurs. Enfin, il m'a dit, quel que soit, n'importe quel titre, pourvu qu'il y ait le mot Eldorado dedans. Donc, il y a le mot Eldorado. Bien. Mais comme nous sommes ici entre spécialistes et amis du Pérou, et péruviens même, je ne parlerai de cette question de l'or, éventuellement de l'argent aussi, comme je l'ai annoncé, que dans le cadre du Pérou et de la conquête du Pérou. Mais avant de parler, d'entrer en matière, en ce qui concerne le Pérou, je voudrais très rapidement donner quelques indications. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la codicia, la soif d'or est un des topiques de l'histoire traditionnelle de la conquête de l'Amérique par les Espagnols. C'est une réalité, bien entendu, mais je crois que non pas pour l'excuser, mais pour comprendre cette soif d'or, il faut, je crois, très rapidement donner quelques informations sur ce qu'était l'or pour l'Europe, et notamment l'Espagne, de l'époque. Je crois que je suis trop près du micro. En effet, il faut savoir que si pendant tout le Moyen-Âge, l'Europe a eu un approvisionnement d'argent assez régulier, qui provenait des montagnes, des monts métalliques du sud-est de l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie actuelle, etc., en ce qui concerne l'or, l'Europe a toujours été à la fois dépendante et en situation de pénurie. En situation de pénurie parce que pratiquement il y avait un peu d'orpaillage depuis l'époque romaine, ou dès l'époque romaine, mais ensuite on n'avait plus un approvisionnement suffisant, et dépendante car pratiquement tout l'or que l'Europe pouvait utiliser, elle devait l'acquérir en Méditerranée orientale. C'est d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais c'est une des raisons des croisades, car il y avait une route de l'or qui venait de l'actuel Soudan, qui remontait par la Palestine, les lieux saints, et qui allait vers ce qui était véritablement le foyer de l'or en Europe, c'est-à-dire Byzance. Il y avait d'ailleurs à Byzance un quartier qui s'appelait la Mésée, qui était l'endroit où se trouvaient les grands orfèvres, et où se trouvaient aussi les marchands d'or, car l'or, après tout, était une marchandise comme les autres. Et donc, évidemment, en fonction des vicissitudes de la politique et des guerres, bien entendu, européennes, cet approvisionnement se faisait ou ne se faisait pas, s'interrompait, puis repartait. Donc une situation très difficile qui fait d'ailleurs que pendant tout le Moyen-Âge, la frappe de monnaie d'or était quelque chose d'assez exceptionnel, et tardif et exceptionnel. Au XVe siècle, cette situation permanente qui durait depuis des siècles va connaître deux changements radicaux. Le premier, comme vous le savez, c'est la prise de Byzance, de Constantinople, et donc, par les Turcs et Seldjoukides, et donc l'interruption définitive de l'approvisionnement d'or par Byzance. C'est-à-dire que la voie traditionnelle de l'or vers l'Europe occidentale, vers nos pays, est interrompue et de façon définitive. Donc, une crise encore plus grave et plus longue que celle que l'Europe occidentale avait connue, mais un nouvel élément va intervenir, tout à fait par hasard, c'est que, comme vous le savez, à partir de 1415, les Portugais entreprennent, à partir de la prise de Ceuta, ce qu'on appelle la circumnavigation de l'Afrique. Ils vont peu à peu descendre et arriver dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique occidentale, dans une région où ils vont, dans des régions, pardon, où selon un système de troc, ils vont avoir accès à trois produits. Je m'excuse du terme produit, vous allez voir pourquoi, trois produits fondamentaux pour leur négoce. L'ivoire, les esclaves, c'est pour ça que je mets le mot produit bien entendu entre beaucoup de guillemets, et l'or. Cet or, c'est de l'or qui vient du centre de l'Afrique. Les Portugais vont essayer à plusieurs, plus qu'à plusieurs reprises, pendant très longtemps, d'avoir accès à cet or, qui s'appelait d'ailleurs l'or Tibéri, et qui était connu sous ce nom, mais les royaumes africains, bien entendu, vont prendre grand soin à ne pas les laisser accéder aux mines et à se contenter d'échanger donc cet or, qui était un or en poudre,
contre des produits européens, pas forcément d'ailleurs portugais. Et évidemment, cet or que les Portugais réussissent à ramener chez eux va être quelque chose de très important, à la fois en valeur objective, mais aussi en valeur symbolique, dans la mesure où cet or, enfin, c'est un portugais, afro-portugais, arrive en Europe, à Lisbonne, mais ensuite est redistribué, bien entendu, par le négoce international, à un moment où, comme je l'ai dit, l'approvisionnement à l'or s'interrompt en ce qui concernait la traditionnelle voie d'accès qui était celle de Byzance. Donc voilà dans quel contexte se trouvent les Espagnols de la fin du XVe siècle, les Espagnols de la conquête, du début du XVIe, et on comprend pourquoi l'or qui objectivement a toute une série d'attraits, même les psychanalystes s'y sont intéressés, la couleur, le caractère pratiquement inoxydable, etc. En plus, il y avait donc des conditions historiques qui faisaient que cet or était de plus en plus important, car de plus en plus rare, et en plus problématique, car le voisin péninsulaire, le Portugal, lui, par les hasards de l'histoire et de son expansion outre-mer, avait réussi à mettre la main sur un approvisionnement qui, à bien des égards, révolutionne les échanges en Europe occidentale au XVe siècle. Alors, je vais aller rapidement pour en arriver au Pérou. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne l'Amérique espagnole, il y a eu trois grandes périodes. La première, ça a été la découverte, bien entendu, de Saint-Domingue, où la source essentielle d'enrichissement va être l'or. De l'or qui est récupéré par orpaillage, c'est-à-dire en lavant des graviers et des sables aurifères, et qui va assurer pendant une vingtaine d'années, c'est un cycle relativement court, qui va assurer, disons, la richesse de quelques-uns, et bien entendu, la misère et surtout la mort de beaucoup d'Indiens, puisque, bien entendu, malheureusement, la main-d'œuvre de l'orpaillage est la main-d'œuvre indienne. Mais, comme je disais, le cycle de l'or de Saint-Domingue est un cycle relativement court, d'une vingtaine d'années à peine. Et de notre côté, il faut dire aussi que si l'on va trouver de l'or également dans les autres grandes Antilles, jamais on en trouvera dans les mêmes proportions qu'à Saint-Domingue, où effectivement, pendant donc une 15-20 ans, l'approvisionnement en or va être, l'exportation de l'or va être assez importante. La deuxième phase dont il faut parler pour ce qui est de l'or et de la découverte de l'Amérique, c'est la phase mexicaine. Les Espagnols, en arrivant au Mexique et en voyant la richesse de certains bijoux, notamment à Tenochtitlan, Mexico, ont pensé que c'était aussi un pays riche en or. Il y avait effectivement de l'or, ils ont trouvé de l'or au Mexique, notamment dans la région d'Oaxaca, c'est-à-dire au sud-sud-ouest de Mexico, mais ils n'ont jamais trouvé d'or au Mexique dans les proportions qu'ils auraient espérées. C'est-à-dire que leurs espérances à cet égard ont été relativement déçues. Il y avait de l'or, mais pas dans les proportions qu'ils avaient pensé lorsqu'ils ont vu l'importance de la civilisation mexicaine. Et au Mexique, la source d'enrichissement fondamentale des Espagnols, ça ne sera pas l'or, ça sera essentiellement la main-d'œuvre indienne. La troisième phase, en ce qui concerne l'or, c'est la phase qui correspond à l'Amérique centrale. En effet, entre les deux grandes conquêtes qui sont celles du Mexique 1519-1521 et celle du Pérou à partir de 1532-33, il y a une phase dont on parle en général assez peu, qui est la conquête de ce qu'on appelait le Darien. Le Darien, c'est, disons, la partie qui... c'est l'isthme de Panama et surtout la partie colombienne qui est au sud de cet isthme. Et là, effectivement, dans des zones très difficiles d'accès, l'activité principale va être double et liée, les deux éléments sont liés, ce sont des correrías ou des jornadas, c'est sur des expéditions, qui ont pour deux buts. Le premier, c'est de faire des captifs indiens, des esclaves indiens, pour aller les vendre sur le marché de Saint-Domingue, où justement, étant donné la chute démographique, on n'a plus de main-d'œuvre. Donc, on capture des Indiens pour aller les vendre à Saint-Domingue. Et l'autre aspect, c'est de faire rendre gorge à ces Indiens et de leur faire donner leur or. Donc il ne s'agit pas de chercher de l'or, il ne s'agit pas d'ouvrir des mines ou de laver des sables, il s'agit de voler, de prendre
sous la contrainte, l'or que les Indiens avaient accumulé depuis des siècles. Bien. Donc nous en venons à l'époque qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire celle du Pérou, la conquête du Pérou, celle de l'époque péruvienne de l'histoire de l'or américain. Dès leur arrivée dans ce qui est aujourd'hui le Pérou, et qui, comme vous le savez, a été obtenu, les Espagnols sont arrivés après une très longue, de plusieurs phases d'approche qui ont en tout duré pratiquement 10 ans. Le premier contact des Espagnols avec ce fameux Pérou, Birú, on ne savait pas exactement quelle était la forme de ce mot, et on ne savait pas d'ailleurs à quoi correspondait ce pays, pardon. Dès le premier contact, l'or est présent. En effet, lors du voyage définitif qui va décider du sort de la conquête, de la découverte d'abord et ensuite par conséquent de la conquête, un bateau envoyé en avant et en désespoir un peu de cause par Pizarro découvre au large de l'actuel Équateur un radeau, de ces radeaux de Roseau, de Totora, comme on les connaît bien, qui était en fait un radeau de marchands et qui transportait des tissus, de très beaux tissus, des poteries, de très fines poteries, très bien peintes, et surtout de l'or. Donc il y a la preuve que dans ce pays vers lequel on va, il y a de l'or. Et lorsque par la suite, vous savez, lors de ce voyage extraordinaire que les marins vont faire par étapes pratiquement sur la côte nord du Pérou, et qui seront d'ailleurs pour certains voyage tout à fait agréable, n'est-ce pas, parce que la Capuyana va même retenir pendant un certain nombre de mois un de ses marins auprès d'elle, les Espagnols se rendent compte que l'or est un élément fondamental de cette société. Et donc, à partir de là, n'est-ce pas, tous les mythes vont les imaginations vont s'emballer, les mythes vont renaître, et effectivement, lorsque les Espagnols véritablement font leur entrée et entreprennent la conquête du Pérou, c'est-à-dire avec l'armée de Pizarro, après le débarquement que vous connaissez, et dans la marche de Tumbes vers le sud, là, malgré les déceptions la déception qui est la leur, puisqu'ils arrivent dans un pays qui est à moitié dévasté par la guerre civile entre les deux candidats, les deux demi-frères, aspirant tous les deux au titre d'Inca, ils s'aperçoivent que l'or est bien présent, et par les rares textes que nous avons sur cette première phase, on sait que néanmoins, au fur et à mesure qu'ils avancent sur le grand chemin Inca, les soldats de l'hoste de Pizarro se livrent bien sûr à une recherche effrénée de cet or, et qu'ils en trouvent tous. La grande innovation, disons le changement qualitatif et surtout quantitatif va avoir lieu à la mi-novembre 1532, lorsque les Espagnols arrivent à Cajamarca. Ils sont arrivés à Cajamarca, ils sont montés depuis la côte, ils sont passés dans un autre monde parce qu'ils ont eu l'information selon laquelle l'Inca se trouvait effectivement à Cajamarca. Et là, nous avons une série de témoignages qui tous nous parlent de façon directe ou indirecte de leur éblouissement, puisque, comme vous le savez, la cour de l'Inca, qui était donc en voyage, des milliers de personnes qui vivaient sous des tentes, se trouvaient de camper auprès des bains de Cajamarca, que vous connaissez sans doute si vous êtes allé, vous êtes péruvien, puisqu'ils existent toujours, on s'y baigne toujours. Et là, les premiers Espagnols qui sont envoyés en reconnaissance, notamment des frères de Pizarro, sont absolument éblouis par la quantité d'or qu'ils voient dans les objets qui sont transportés, dans la vaisselle, dans les bijoux, dans le parement des tentes royales, impériales, etc. Et cet or va être très rapidement, au bout de quelques jours, je ne reviens pas sur l'histoire du traquenard de Cajamarca, mais lorsque le traquenard a lieu, c'est-à-dire lorsque l'Inca
commet l'erreur de quitter son campement pour aller dans Cajamarca et surtout dans la place de Cajamarca, qui était une place pratiquement fermée, les Espagnols, follement, si on s'en tenait à la logique, s'emparent de la personne de l'Inca, et vous savez que personne ne va réagir. Et les jours qui suivent, dès le lendemain, profitant de la débandade d'une grande partie de l'armée, de la totalité de l'armée et d'une grande partie de la cour, les Espagnols pratiquent le sac du campement impérial. Et ils le font faire par ce qu'on appelait des negros de guerra, c'est-à-dire des esclaves noirs qui étaient en fait des soldats, et par des auxiliaires indiens, car il y en avait beaucoup déjà dans l'armée espagnole. Et le sac du campement de l'Inca, une véritable ville, va durer pendant 3 jours, et les Espagnols, bien entendu, se jettent d'abord pour leur enrichissement et leur plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. La première fois où l'or va devenir un enjeu politique dans cette conquête, c'est à l'occasion d'un épisode que vous connaissez, qui est la conséquence directe de ce que je viens de dire, à savoir le rescate de l'Inca. C'est-à-dire que les Espagnols semblent avoir promis je dis bien semblent avoir promis à Atahualpa de le libérer s'il réussissait à remplir, ou quand il aurait réussi à remplir des pièces qui se trouvaient dans la ville de Cajamarca. Si vous êtes allé à Cajamarca, on a dû vous amener, vous avez dû voir l'habitation del Rescate, qui est une pièce effectivement incaïque, mais qui n'a rien à voir, qui n'était pas du tout celle dans laquelle était amoncelé ce Rescate, c'est-à-dire tous ces bijoux, cette vaisselle, tous ces parements d'or. Et à ce sujet, je voudrais préciser 2 choses. C'est que les Espagnols avaient bien spécifié que, effectivement, car l'histoire du remplissage de ces pièces est vraie, ce n'est pas une invention que des historiens, c'est une réalité. Les Espagnols avaient bien précisé que pour ne pas que les Indiens puissent profiter du fait que certaines pièces avaient un volume important, il fallait marteler tous ces objets de façon à les rendre plats et de façon à en mettre, si j'ose dire, le plus possible jusqu'au ré qui était indiqué sur les pièces. Mais la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister est une chose dont on ne parle jamais, qui pourtant est très importante, et pour l'avenir, pour le futur de ce que je vais dire, vous comprendrez pourquoi, c'est que les Espagnols demandent que l'on remplisse une pièce d'or et 2 pièces d'argent. Mais on ne parle toujours que de celle de l'or. On ne parle pas de l'argent, je vais y revenir. Et effectivement, Atahualpa, qui était prisonnier des Espagnols, mais qui était en liaison avec tout le reste de son empire grâce à des membres de sa cour qui restaient auprès de lui, qui eux étaient libres dans leur mouvement, Atahualpa va faire assez rapidement d'ailleurs les démarches nécessaires pour que du reste de l'empire, et essentiellement de Cusco, on amène l'or et l'argent donc attendu. Et on sait par exemple qu'à 2 reprises il y a eu des sortes d'ambassades espagnoles plus vers le sud. Il y en a une à Pachacamac conduite par Hernando Pizarro, pardon, et une autre de 3 Espagnols qui sont allés jusqu'au Cusco, et les uns comme l'autre ont raconté comment, effectivement, au cours de leur voyage, ils ont vu des caravanes de lamas chargées d'objets d'or et d'argent qui confluaient vers Cajamarca, pour ce que vous savez. J'abrège. Lorsque les Espagnols ont considéré qu'il fallait passer à autre chose, et que, effectivement, les pièces en question devaient être suffisamment remplies, vous savez ce qui s'est passé, contrairement à ce qui était promis, Atahualpa a été exécuté, après avoir été baptisé bien sûr, mais surtout il y a eu le fameux partage du butin de Cajamarca. Alors là, nous savons très précisément de quoi il résulte, puisque, bien entendu, tout cela a été consigné devant les notaires royaux, et une fois que l'on a
il faut dire que le partage s'est fait d'une façon un peu particulière. Il y avait 160, en personnes, il y avait 175 ou 78 personnes qui pouvaient avoir droit à quelque chose. On a donc fait des parts, on en a fait 200 et quelques, je ne sais plus exactement le chiffre. Pourquoi? Parce que, bien entendu, en fonction du grade, certains ont eu plus d'une part, certains soldats, des à pied, des piétons, des fantassins n'ont eu qu'une demi-part. Ceux qui avaient un cheval ont eu deux parts, une part pour eux, une part pour le cheval. Donc, mais enfin bon, chaque part comportait exactement 20 kilos d'or et 40 kilos d'argent. Ce qui fait que ceux qui avaient deux parts, vous faites le calcul, et ne parlons pas des Pisards qui ont eu des frères 7 parts, certains, et Pisard lui-même qui en a eu 11. Donc vous voyez la quantité d'or qu'a eu chaque homme de la campagne, compte tenu du fait qu'avant le reparto, on a enlevé 20% de ce qui avait été accumulé pour le roi. Donc vous imaginez la quantité de métal qui effectivement avait été réunie pour libérer, supposément libérer Atahualpa. Et bien entendu, lorsque les Espagnols ont décidé de poursuivre la campagne, en fait pour aller jusqu'à Cusco, eh bien, ils ont emporté cet or, plus bien entendu de l'or qu'ils rapinaient, car les documents royaux le disent, et ils se plaignent tous, que les Espagnols, bien entendu, se gardaient bien de déclarer tout l'or qu'ils trouvaient. Lorsqu'ils allaient dans les villages, ils en trouvaient, ils oubliaient d'aller le porter au notaire. Et chaque soldat espagnol, il faut imaginer ces soldats espagnols, n'est-ce pas, qui n'avaient pas de valise, qui n'avaient pas de brouette, n'est-ce pas, qui n'avaient pas de banque. Donc la seule solution pour eux, pour porter l'argent qu'ils avaient trouvé, clandestin, c'était de le marteler avec les poignets de leurs épées et de le porter dans leurs chausses. Donc ils marchaient lestés, si j'ose dire, de leur or. Et vous savez que la même chose s'était passée à Mexico, et que lors de la Noche Triste, et lorsque les Espagnols ont été obligés de faire une sortie de Mexico parce qu'ils étaient encerclés, beaucoup se sont noyés parce qu'ils ne savaient pas nager, c'est une chose, mais parce qu'ils avaient leur or dans les pierres précieuses dans leurs choses. Bien. Donc cet or a été transporté par les Espagnols dans une longue théorie, de porteurs, car il faut imaginer l'armée espagnole dont on parle tant, cette armée qui va traverser de façon longitudinale les Andes, sur plus de 1000 km, 1200 km. C'est une armée, bien sûr, disons 200 Espagnols, parce qu'il va y avoir du renfort qui va arriver, 200, 250, 300 à la rigueur. Ensuite, c'est une armée d'auxiliaires indiens de plus en plus nombreux au fur et à mesure que l'on va vers le sud, et surtout lorsqu'on va traverser le grand territoire Huanca, qui vont en profiter pour s'allier aux Espagnols contre les Incas. Et puis ensuite, c'est sur des kilomètres de longues théories de porteurs, souvent d'ailleurs enchaînés avec des colliers de fer comme les esclaves, et qui portaient les bagages de ces messieurs. Donc imaginez, il y avait en fait trois colonnes, si j'ose dire, qui avançaient bien sûr à des rythmes différents. Bien. Pendant toute la période qui va durer un an, puisque vous savez que Cajamarca, c'est mi-novembre, l'entrée des Espagnols à Cusco, c'est mi-novembre de l'année suivante, pendant toute cette année-là, qui est une année beaucoup plus difficile que l'historiographie ne l'a dit généralement, au bout de cette année-là, les Espagnols arrivent enfin, si j'ose dire, en vue de Cusco. Et autant la campagne avait été difficile, notamment, disons, au sud de Lima, c'est-à-dire lorsqu'on avait quitté le territoire Huanca et qu'on était entré en territoire véritablement fidèle aux Incas, à la différence donc, de cette phase très difficile, lorsque les Espagnols entrent dans Cusco, ils entrent dans Cusco ville ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune défense, aucune résistance. Et là, pour tous les Espagnols qui, à l'exception de 3 d'entre eux, qui ne connaissaient pas Cusco, c'est véritablement l'éblouissement. Il y a de l'or partout. Il y en a dans les temples, il y en a sur les gens, les bijoux, ils s'en servent
pour manger, dans la vaisselle. Enfin, c'est un éblouissement extraordinaire. Et c'est véritablement une folie qui s'empare des soldats espagnols. Et là, on a des textes très précis là-dessus, c'est une véritable folie. Ils courent partout, ils rentrent dans les maisons, ils s'emparent de tout ce qu'ils peuvent trouver, et ils le volent, bien entendu, et on ne leur résiste pas. Et l'épisode le plus célèbre, évidemment, c'est lorsque les Espagnols entrent dans le Gran Coricancha, le centre du monde, n'est-ce pas, qui est le grand temple central, qui est, comme vous le savez, qui était à l'emplacement où se trouve Santo Domingo, à Cusco. Et l'épisode le plus fameux, c'est un soldat qui mentionne Serra del Leguizamo, qui est le premier à descendre, à rentrer dans la grande salle du temple et à trouver quoi? À trouver le grand soleil Inca. Et bien entendu, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi, il le prend. Et pour vous donner une idée disons de la folie qui s'était emparée des Espagnols, le soir même, il joue aux cartes son grand soleil et il le perd, mais sans s'en préoccuper autrement, parce que c'est véritablement une débauche dont tous les Espagnols, n'est-ce pas, se remplissent les poches, à tous les sens du terme, au premier sens du terme, je veux dire, d'or. Et malgré, en plus plutôt de leur enrichissement personnel, bien entendu, ils sont obligés d'apporter aux notaires royaux l'or en vue d'une répartition qui va avoir lieu bientôt, dans 3 mois plus tard, et du type de celle de Cajamarca. Et il faut dire d'ailleurs à ce propos, pour ce qui est précisément du réparto de Cusco, on parle toujours de celui de Cajamarca, jamais de celui de Cusco, mais alors parce qu'effectivement à Cusco, chaque homme va avoir nettement moins de kilos d'argent et d'or que les parts qui avaient correspondu à ceux qui avaient participé à Cajamarca. Mais il faut dire qu'à Cajamarca, il n'y avait que 170 soldats, 180, je ne sais plus. À Cusco, il y a eu des renforts, il y en a plus de 500. Et si on multiplie ce que chacun a eu par, disons, presque 3 fois plus de soldats, on s'aperçoit que, évidemment, la quantité d'or et d'argent qui est récupérée est bien plus considérable à Cusco. Nous avons des textes très intéressants de témoins parmi les premiers chroniqueurs de cette folie de l'or qui se manifeste, et certains disent même qu'au bout de 2 semaines, il y a une sorte d'écœurement qui atteint les Espagnols. Il y a tellement d'or que ça ne les intéresse presque plus. Enfin bon, c'est une façon évidemment imagée de montrer l'énormité de cet or. Alors cet or, comment a-t-il trouvé? Je l'ai dit, les Espagnols rentrent dans les palais, dans les maisons, ils volent, ils prennent, c'est-à-dire ils volent l'or qui est là, dans les temples, et puis ils apprennent par leurs auxiliaires indiens qu'en vue, plutôt en prévision de l'approche des Espagnols, les Indiens ont enterré à Cusco ou aux alentours des objets divers et variés pour essayer de les soustraire à la capacité des Espagnols en espérant les récupérer lorsque les Espagnols seraient partis. Il faut dire que les Espagnols ont une idée très précise de ce qu'ils peuvent trouver parce que, par exemple, on sait qu'il y avait à certains endroits, à Cusco, notamment sur les secs, vous savez, ces lignes pas très bien indiquées, mais bien réelles dans l'esprit des gens, et qui indiquaient les moments, en fait, les subdivisions de l'Empire, et en même temps les subdivisions de l'année, et aussi les moments et les lieux de culte. Ils trouvent par exemple des scènes en or, c'est-à-dire avec par exemple des lamas, des oiseaux, des petites maisons, enfin des choses qui sont entièrement faites en or. Et d'après ce qu'ils nous disent, des statuettes qui arrivaient parfois à faire 1,20 m de haut. Donc vous voyez quelque chose de tout à fait considérable. Et alors, pour non seulement, disant ça, ce qui trouve sans aucune difficulté, ils s'en emparent, mais pour faire, évidemment, pour obliger les Indiens à donner ce qu'ils ont caché, on emploie des mesures, comme vous pouvez imaginer, un peu coercitives, n'est-ce pas? Et donc, il y a des expéditions où les Espagnols accompagnent les Indiens qui, armés de lampas, vont aller chercher, vont découvrir ce que leurs congénères, leurs parents avaient caché. Cette période
est tout à fait une véritable folie, n'est-ce pas, comme je l'ai dit. Mais une fois de plus, je veux souligner le problème de l'argent. J'en ai déjà parlé à propos de Cajamarca, mais il se pose aussi à propos de Cusco. C'est-à-dire que tous les textes nous parlent essentiellement et presque parfois uniquement de l'or. Ils ne font que quelques allusions à l'argent. Et ils oublient de nous dire ce qu'une autre lecture plus fine des documents de l'époque a permis plus récemment de mettre en valeur. C'est que, en fait, tous les ornements en question sont soit en or, soit en argent. Car il y a un lien évident dans la religion inca entre le soleil, le principe masculin et l'or, et entre la lune, le principe féminin et l'argent. Mais les Espagnols, tout à leur obsession de l'or, ne parlent guère de l'argent. Mais l'argent est toujours présent. Cet argent va d'ailleurs, cet or dont je parle va d'ailleurs avoir une conséquence assez intéressante et grave pour les Espagnols. Vous savez qu'après avoir donc trucidé, comme je l'ai expliqué, comme vous savez, Atahualpa, ils ont nommé un Inca fantoche qui n'a pas duré parce que manifestement sa cour l'a empoisonné, parce que celui-là c'est pas un vrai Inca. Et lorsqu'ils sont arrivés à Cusco, les Espagnols en ont nommé un autre Inca fantoche, un Inca collaborateur, pour employer un terme de notre époque. Et celui-ci a été, qui répondait au nom de Manco, a été maltraité, c'est le cas de dire. Et ça dépendait des moments. Tantôt il était bien traité, tantôt il était enchaîné, on lui crachait dessus, pour ne pas dire des outrages encore plus grands. Et un jour il a dit aux Espagnols, vous savez, enfin il a fait dire, j'imagine, par ses truchements, qu'il avait la possibilité de ramener des statues d'or qui se trouvaient dans le Valle Sagrado. Donc, une trentaine de kilomètres de Cusco.